Bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs troublantes d'une affaire criminelle qui a secoué la Belgique et captivé l'attention du monde entier. Comme vous le savez, le taux de criminalité en Belgique est relativement bas comparé à des pays tels que la France ou le Royaume-Uni. Cependant, même dans des pays réputés sûrs, des crimes horribles surviennent et des tueurs en série peuvent être découverts. Je vous invite à écouter cette histoire, celle d'un tueur en série qui a commis une série de meurtres brutaux, semant la terreur en Belgique. Annick van Huitzel, 18 ans en 2007, vivait à Diest, une ville néerlandophone de Belgique située en région flamande, dans la province du Brabant flamand. Dans cette belle ville européenne confortable, vivent environ 25 000 personnes. C'est une ville où règne constamment le calme, la tranquillité et la sécurité. Le vendredi 27 avril 2007, Annick a prévu de rencontrer des amis pour célébrer la fin de la semaine d'études. Ils se sont rendus à une fête catholique. C'est une fête particulière car elle se déroule sans alcool et sans substances illicites. Les invités de la fête socialisent, chantent et participent à des jeux. Cet événement attire non seulement des adolescents et des jeunes, mais aussi des enfants âgés de 6 ans et des adultes d'âge moyen, généralement entre 30 et 35 ans. C'est pourquoi le groupe d'amis est venu sans aucune appréhension et a passé du temps là-bas, jusqu'à environ 4 heures du matin. Par la suite, les amis se sont dispersés et sont rentrés chez eux à vélo. C'était la dernière fois que quelqu'un a vu Annick en vie. Les parents d'Annick n'ont plus eu de nouvelles de leur fille après cette fête. Son téléphone était injoignable. Le matin, ils ont contacté des amis de la jeune fille, qui ont déclaré être partis de la fête vers 4 heures du matin et n'avoir plus vu Annick depuis. Les parents sont alors partis à la recherche de leur fille, mais ne l'ont ni trouvée ni son vélo. Ils ont alors contacté la police. Les recherches d'Annick ont commencé. La version de la fugue n'a même pas été envisagée, car toutes les affaires de la jeune fille étaient restées à la maison et elle n'avait parlé à personne de ses projets de fugue. Annick était une fille discrète et elle n'avait pas de petite amie avec qui elle aurait pu partir quelque part. Les policiers ont interrogé les parents de la jeune fille disparue, ses amis et tous ceux qui étaient à la fête et ont découvert le trajet qu'elle avait pris pour rentrer chez elle. Le trajet a été soigneusement vérifié. En plus des policiers, des centaines de volontaires, des chiens de recherche et des hélicoptères ont participé aux recherches. Mais tout a été infructueux. Les parents de la jeune fille ont alors distribué des tracts avec la photo de leur fille disparue. Des affiches avec la photo d'Annick étaient collées partout. Les parents ont parlé dans les médias et ont demandé à leur fille de rentrer et aux témoins de se manifester. Des habitants locaux ont répondu à cet appel, déclarant avoir entendu des cris venant de la forêt la nuit, mais ils n'ont cependant vu personne. Les policiers ont tenté de retracer le téléphone portable d'Annick et ont découvert qu'il s'était allumé et éteint plusieurs fois pendant la nuit et le matin. Les policiers, avec les équipes de recherche, ont soigneusement vérifié les zones où le téléphone d'Annick avait été localisé, mais n'ont rien trouvé. Les officiers de police ont interrogé tous les habitants vivant à proximité, mais personne n'a vu la jeune fille. Ainsi, vers 18h30, le jeudi 3 mai 2007, un passant qui se promenait près du canal Albert a remarqué un objet étrange flottant dans l'eau. Intrigué, il a signalé la découverte à la police. Les plongeurs ont été dépêchés sur place et ont réussi à récupérer l'objet, qui s'est avéré être un paquet particulièrement lourd. À l'intérieur, les policiers ont découvert des restes humains ainsi que 2 briques. Il était évident que quelqu'un avait délibérément chargé le paquet avec les briques dans l'espoir qu'il ne remonte pas à la surface. Cependant, son plan a échoué et le paquet a été découvert.
Les restes humains appartenaient à une jeune fille. Il était en mauvais état et impossible de l'identifier. Les enquêteurs ont supposé dès le début qu'il pouvait s'agir d'Annick. Grâce à son dossier dentaire, le médecin légiste a pu confirmer que les restes appartenaient bien à Annick. La cause du décès était un coup à la tête avec un objet contondant. Son crâne était fracturé. Le corps présentait de nombreux hématomes. La jeune fille avait été violée. Le paquet a été trouvé à 16 km de l'endroit où la jeune fille avait été vue pour la dernière fois. Aucune preuve n'a été trouvée et l'enquête a atteint une impasse. Son vélo n'a été retrouvé que plus d'un an plus tard, le 26 août 2008, à 50 km de la ville de Diest, dans la direction opposée, à Louvain. Ce qui était étrange, c'est que le vélo avait été repeint, comme si quelqu'un avait essayé de le camoufler. Aucune empreinte digitale ou autre preuve n'a été trouvée sur le vélo. Un an et demi plus tard, le 3 janvier 2010, vers 2 heures du matin, un appel a été reçu par les services d'urgence signalant un incendie d'une voiture Opel Corsa sur une autoroute. Les pompiers sont arrivés très rapidement sur les lieux. En éteignant le feu, ils ont découvert les corps de 2 personnes à l'intérieur de la voiture. Le corps d'une jeune fille était sur la banquette arrière et celui d'un garçon dans le coffre. La voiture était enregistrée au nom de Kevin Paulus. Les corps ont été identifiés grâce à leur dossier dentaire. Il s'agissait de Shanna Appeltans, âgée de 18 ans, et de Kevin Paulus, âgé de 22 ans. Ils avaient déjà été tués avant que l'incendie ne se déclare. Les 2 victimes avaient subi de multiples blessures par balle. Suite à cet horrible crime, la panique parmi les habitants locaux a atteint des sommets. Les gens avaient peur de sortir de chez eux et hésitaient à laisser leurs enfants sortir. La police a alors commencé à enquêter sur Kevin, Shanna et leur cercle social. Kevin et Shanna étaient en couple et vivaient ensemble. Ils étaient amicaux, joyeux et actifs. Il a été découvert que ce soir-là, Kevin et Shanna rentraient chez eux après avoir rencontré des amis dans un café. Sur le chemin, quelque chose s'est passé avec leur voiture. Un des voisins du couple semblait suspect aux enquêteurs. La police a reçu de multiples témoignages de la part des autres voisins du couple, affirmant que ce voisin était souvent en conflit avec Shanna, et même qu'il se battait parfois avec elle. Ce voisin était Ronald Johnson. Il était enseignant dans une école, un homme sérieux et responsable, un enseignant exemplaire. Il a été alors convoqué pour interrogatoire. Au début, Ronald a nié toute implication dans l'affaire de Shanna et Kevin, affirmant qu'il était chez lui à regarder la télévision ce jour-là. Cependant, étant donné qu'il vivait seul, personne ne pouvait confirmer son alibi. En ce qui concerne les conflits avec Shanna, il a raconté que Shanna et Kevin l'insultaient, ce qui entraînait des disputes, mais il a nié tout affrontement physique avec Shanna. À ce moment-là, une perquisition était en cours dans son appartement. La police a trouvé un pistolet qu'il se trouvait dans un grand sac de nourriture pour chat. Plus tard, Ronald a avoué le double meurtre. Il a raconté qu'au soir du 2 janvier, il n'arrivait pas à dormir et sortit dans la rue pour observer les étoiles. Et c'est alors qu'une voiture est arrivée devant la maison avec Shanna et Kevin à l'intérieur. Selon ses dires, le couple a commencé à l'insulter et à se moquer de lui, comme il le faisait habituellement. Dans un accès de rage, il est retourné chez lui chercher ses armes. Ronald a pris 2 pistolets et 3 bidons d'essence. En sortant dans la rue, il a constaté que Shanna et Kevin étaient déjà rentrés chez eux. Il a alors frappé à leur porte et Shanna l'a ouverte. Sous la menace de son arme, il a contraint le couple à monter dans leur voiture. Kevin était au volant. Ronald était assis sur le siège passager avant, pointant le pistolet sur Kevin, tandis que Shanna était assise sur le siège arrière où il n'y avait pas de portière. Elle était piégée et ne pouvait pas s'échapper. Ils ont roulé en voiture pendant environ une demi-heure. Lorsque Ronald a vu un endroit désert approprié, il a ordonné à Kevin de s'arrêter
et lui a tiré 2 fois dans la tempe. Kevin est mort instantanément. Shanna le suppliait de lui épargner la vie. Alors, il lui a ordonné d'avoir des relations sexuelles avec lui et a promis de la laisser partir. Elle a accepté. Après le rapport sexuel, il a réalisé qu'elle pourrait le dénoncer à la police pour viol et pour le meurtre de son petit ami. Elle le connaissait. Alors il l'a froidement abattu. Il lui a tiré 2 fois dans la tête, 1 fois dans le cœur, 1 fois dans le ventre. Ronald a ensuite poussé le corps de Kevin du siège du conducteur, a conduit vers un autre endroit plus proche de leur maison, y a mis le feu à la voiture, puis est rentré chez lui à pied à travers le champ. Il est rentré chez lui vers 4 heures du matin. Arrivé chez lui, il a brûlé ses vêtements, puis a jeté les cendres dans un fossé. Il a jeté le pistolet qu'il avait utilisé lors des meurtres dans une rivière. Ce pistolet n'a jamais été retrouvé, et l'autre pistolet, il l'a caché dans sa maison. C'est le pistolet qui avait été trouvé lors de la perquisition. Après avoir caché le pistolet, Ronald s'est soigneusement lavé pour enlever le sang et les résidus de poudre sur ses mains. Ronald a été arrêté et accusé du meurtre du couple et du viol de Shanna. Alors, qui est Ronald Jansen ? Ronald est né le 6 février 1971 à Bourzem, en Belgique, dans une grande famille. Il était le 3e enfant sur 4. Son père était mineur et sa mère femme de ménage. La famille vivait assez pauvrement. Ronald était un bon élève à l'école. Il avait des problèmes de parole et était harcelé à l'école à cause de cela. Un jour, Ronald s'est mis en colère et a riposté contre ses harceleurs. Il a apporté une batte à l'école, les a battus et a été exclu de l'école. Sa mère l'a alors transféré dans une autre école. À la maison, son père le battait et le maltraitait. Ronald avait peur de rentrer chez lui, et cette peur lui a causé de l'insomnie, contre laquelle il a lutté toute sa vie. Un jour, Ronald a décidé qu'il en avait assez et a décidé de tuer son père. Le père de Ronald était diabétique et se faisait des injections d'insuline. Ronald a remplacé l'insuline par une autre substance dangereuse, et son père, sans le savoir, l'a utilisée. Son père a pu être sauvé miraculeusement. Il savait que c'était Ronald qui avait voulu le tuer. Il n'a pas porté plainte contre son fils, mais a continué à le battre encore plus. Ronald a alors quitté le foyer familial et s'est installé dans une autre ville. Il a intégré l'université de Hasselt, puis a été transféré à Louvain, où il a poursuivi des études en ingénierie. Pour subvenir à ses besoins, il a travaillé comme ouvrier. En 1993, il a brillamment obtenu son diplôme universitaire et est devenu professeur d'informatique. Toujours en dernière année, Ronald a rencontré une fille nommée Nathalie, avec qui il a entamé une relation amoureuse. Nathalie, originaire des Pays-Bas, était 3 ans plus âgée que Ronald. 2 ans après leur rencontre, ils se sont mariés et ont élu domicile dans la ville de Genk. Plus tard, ils ont déménagé à Allen, principalement en raison du travail de Nathalie. En tant que professeur talentueux, Ronald était bien accueilli partout où ils allaient. À Allen, il a commencé à enseigner à l'université, couvrant non seulement l'informatique, mais aussi les mathématiques et l'économie. Il s'est rapidement imposé comme un enseignant remarquable, apprécié et aimé de ses étudiants. Ronald n'était pas seulement intelligent, cultivé et polyvalent, mais aussi une personne agréable à vivre. C'est pourquoi les gens étaient attirés par lui. Il aimait beaucoup les randonnées en pleine nature. La nuit, lorsque Ronald souffrait d'insomnie, il pouvait aller se promener dans la forêt. Cela le calmait, et quand il rentrait chez lui au petit matin, il dormait comme un bébé. Ronald et Nathalie aspiraient à fonder une grande famille. En 1998, leur première fille est née, suivie de leur plus jeune fille 3 ans plus tard. Cependant, en raison de son insomnie persistante, Ronald devenait de plus en plus irritable et agressif.
Les disputes entre le couple étaient devenues fréquentes. En décembre 2005, la femme a porté plainte à la police contre Ronald pour viol. Il s'est avéré que Ronald lui administrait des sédatifs, puis profitait de son inconscience pour la violer. Nathalie a également accusé Ronald de mauvais traitement. Ronald a réfuté ces allégations en affirmant qu'il lui administrait ce médicament pour la calmer et que tout se faisait avec leur consentement mutuel. Les policiers ont accueilli les paroles de la femme avec scepticisme et l'affaire a été classée faute de preuves. Nathalie a demandé alors le divorce et est partie avec les enfants dans une autre ville. Depuis lors, Ronald vivait seul. Les voisins le voyaient souvent se promener la nuit et trouvaient cela étrange. Si les policiers avaient pris plus au sérieux les plaintes de Nathalie à l'époque, il aurait peut-être été possible de prévenir tous ces crimes. Lors de ses interrogatoires sur le meurtre de Kevin et Shanna, Ronald a catégoriquement nié sa culpabilité dans le viol de Shanna. Il a refusé que le crime soit associé à un motif sexuel. Ronald a plutôt prétendu agir en légitime défense, mais il a ultérieurement avoué un autre meurtre, celui d'Annick van Hutsel, en 2007. Il a également avoué 3 viols commis dans la résidence universitaire à Louvain. La police a établi qu'entre 2001 et 2010, environ 20 agressions sexuelles avaient été commises contre des filles dans des résidences universitaires. Tous ces cas étaient très similaires. Le criminel pénétrait dans des résidences universitaires la nuit, attaquait et commettait des actes de violence en menaçant les filles avec un couteau. C'est pourquoi les enquêteurs soupçonnaient que Ronald était impliqué dans tous ces cas. Mais il a nié. Il n'a avoué que 5 cas. Il ne connaissait pas les noms des victimes, les dates des attaques et ne pouvait pas les décrire. Concernant le meurtre d'Annick, Ronald a déclaré que sa victime avait été choisie au hasard, incapable de dormir cette nuit-là. Il est alors parti en voiture dans la ville voisine. Il cherchait une proie et a vu la jeune fille. L'homme lui a barré la route avec sa voiture. Annick a eu peur, est descendu de son vélo et a essayé de s'échapper. Il l'a attrapée, lui a attaché les mains, l'a poussée dans sa voiture et l'a ramenée chez lui. Selon ses dires, il n'avait pas l'intention de la violer ou de la tuer. Il voulait juste que la fille passe la nuit près de lui, dans son lit, et qu'il la libère le matin. Mais le matin, il s'est disputé avec ses voisins, Shanna et Kevin, et il criait son nom dans la rue. Ronald a eu peur qu'Annick se souvienne de son nom et le donne à la police. Il a donc décidé de la violer et de la tuer. Ronald l'a frappée à la tête avec un marteau dans la salle de bain, puis a mis le corps dans un sac et l'a jeté dans l'eau, puis a soigneusement nettoyé la salle de bain avec de l'eau de Javel. Après tout son récit, les enquêteurs ont été choqués par la cruauté de cet enseignant. L'expertise psychiatrique l'a jugé sain d'esprit. Les psychiatres étaient d'accord pour dire que Ronald est un psychopathe caché et un tueur en série parfait. Il pénétrait dans les résidences universitaires, attaquait et violait des femmes, puis il a commencé à tuer. Il y avait un risque élevé qu'il aurait tué beaucoup plus de personnes s'il n'avait pas été arrêté. Il n'éprouvait aucun remords pour ses actes. Il avait l'air gentil, charmant, intelligent, et on ne pouvait pas s'attendre à ça de lui. Ronald a été comparé à Ted Bundy. Son procès a commencé le 23 septembre 2011. L'avocat de Ronald a insisté sur le fait qu'il fallait tenir compte des circonstances atténuantes, telles que la bonne réputation du prévenu et son enfance difficile. Mais le tribunal a refusé de le prendre en compte. Les jurés l'ont reconnu coupable du meurtre d'Annick, du meurtre de Kevin, du viol et du meurtre de Shanna. Le juge a déclaré que dans ce cas, le risque de récidive était très élevé. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il aura le droit à une libération conditionnelle après 15 ans en 2026. Lors de l'énoncé du verdict, Ronald était assis et souriait. L'enquête sur le viol a continué. La police a également commencé à rouvrir des affaires non résolues de meurtre. Quelques affaires similaires
des années 90 avec des adolescentes enlevées, violées, puis retrouvées dans l'eau ont été trouvées. Certaines adolescentes étaient même des élèves de l'école où Ronald enseignait. Elles étaient proches de Ronald. Malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour relier ces affaires à Ronald. Il a comparu une deuxième fois devant le tribunal en septembre 2012. Il a été reconnu coupable de 5 cas de viol, mais comme il avait déjà été condamné à la réclusion à perpétuité, sa peine n'a pas été augmentée. Les jurys l'ont surnommé le Ted Bundy belge. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette histoire. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration. À la prochaine.